Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Chaque semaine, on part à la rencontre des gens les plus intéressants de cet écosystème en plein essor. Et cette semaine, encore une fois, j'ai quelqu'un de vraiment passionnant avec moi, Aaron Korenblit, que vous avez peut-être l'occasion de croiser sur Twitter, sur Twitch, sur LinkedIn, partout, il est partout. Il est passionnant, il produit beaucoup de contenu, c'est un expert des automatisations de Airtable, et très franchement, j'attendais ce moment depuis très longtemps, donc je suis vraiment très content de vous amener cet épisode. Allez, on attaque tout de suite. Bonjour Aaron, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui pour le podcast de Contournement. C'est un grand honneur de pouvoir échanger avec toi, parce que tu es un membre incontournable de la scène no-code internationale, et aussi parce que tu travailles chez Airtable, un de nos outils préférés chez Contournement. Donc voilà, je suis vraiment content qu'on puisse aussi en parler un petit peu ensemble. En plus, toi, tu travailles sur les aspects de formation, donc forcément, nous, ça nous parle, la pédagogie, etc. Ça va être passionnant. T'as en plus plein de side projects aussi, donc voilà, je vais faire très court sur l'introduction, plein de choses à se raconter, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et pour bien commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, et puis nous parler un petit peu de ton parcours aussi? Ouais, donc très content d'être ici. Je m'appelle Aaron Korenblit, je suis sur l'équipe éducation chez Airtable. Voilà, comme tu dis, plein de petits projets à part ça, Automate All the Things, Code Needs No Code, donc ouais, voilà, très content d'être ici. Comment t'en es arrivé au no-code? En fait, moi, j'ai vu un petit peu, je suis allé un petit peu fouiller ton profil LinkedIn, mais du coup, est-ce que toi, t'as un profil technique à la base? Comment t'en es arrivé là? Ouais, est-ce que je propose toujours l'histoire courte ou l'histoire longue? Je te laisse le choix de qu'est-ce que tu préfères. Moi, j'aime bien un peu l'histoire longue parce que je trouve que c'est passionnant et je suis sûr que tu as rencontré beaucoup de gens aussi dans la communauté no-code. Tout le monde a une histoire très différente, quoi. Ouais, donc l'histoire longue, c'est que ben moi, j'ai pas commencé en technologie ou en tech. En fait, j'étais analyste actuariel, j'étais actuaire sans la certification. Et ben, j'aimais pas beaucoup le travail. Et par chance, je me suis retrouvé dans le monde de la technologie à travers quelqu'un que j'ai connu et j'ai travaillé pour une startup en technologie, mais très, très loin du no-code. On parle de 2016 à 2018. Et comment je suis arrivé au no-code, c'est un peu par la bande, comme on dit au Québec. C'est que beaucoup de mes amis proches sont pas très techno, ils n'utilisent pas beaucoup la technologie et me venaient avec des problèmes simples. J'étais la personne dans l'entourage qui comprenait comment utiliser les ordinateurs. Et un de mes meilleurs amis, mon coloc, dans le temps, me dit est-ce que tu peux m'aider à calculer le nombre de jours entre deux dates? C'est un avocat et donc souvent, ça lui arrive de trouver des délais, des choses comme ça. Et ben, je lui ai dit, ben oui, on va ouvrir une feuille Excel, on va mettre une date, on va mettre l'autre date, on va calculer le nombre de jours entre ces deux dates-là. Et il me dit, wow, tu viens de me sauver 3 heures, 4 heures par semaine. Là, je me dis, mais je veux dire, qui connaît pas ces astuces-là? Ça me semble assez simple. Et donc, ma réaction à son manque de connaissances technologiques a été de poser la question, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans mon entourage qui ont des problèmes similaires, qui ont des lacunes et qu'on pourrait aider à être plus efficace au travail? Et la solution que j'ai trouvée, un peu bizarre soit-elle, c'est d'organiser ben, au Québec, on dit des soupers, des dîners, où les gens me présentaient leurs problèmes de technologie et j'essayais de les résoudre. J'ai de la difficulté à faire des invoices ou comment je fais pour envoyer des mails ou des courriels automatisés aux gens. Donc là, souvent, je montrais des outils, MailChimp, Zapier, et souvent, je montrais Airtable parce que j'étais un grand utilisateur d'Airtable. On parle de 2018-2019. Et un des participants m'a dit « Ah, Airtable, peux-tu venir à mon entreprise, faire un lunch and learn sur Airtable? » Je dis « Mais non, je travaille, je peux pas faire les deux. Je peux pas aller à ton travail, à monter une chose à la fois. »
Et il y a eu l'excellente idée de « Ah, tu devrais faire un cours. Tu devrais donner un cours. » Et là, j'avais jamais pensé à créer du contenu en ligne, en fait. Ça m'était jamais passé par la tête. Et j'ai Google, j'ai dit, est-ce qu'il y a des cours en ligne sur Airtable? Il n'y en avait pas. Et pendant les vacances de Noël, pendant les 2 semaines, je me suis dit, ça va prendre 1 journée, 2 journées maximum. Ça a pris 10 semaines, 2-3 mois presque. Okay. Est-ce que tu as refait beaucoup les vidéos ou qu'est-ce qui t'a pris le plus de temps? Est-ce que c'est la production ou est-ce que c'est juste de savoir qu'est-ce qu'il fallait mettre dans le... C'était l'organisation, mais c'était aussi entendre ma propre voix. Et c'est très difficile de ne pas être très critique envers son propre travail. Là, c'est la première fois qu'on crée du contenu. Je voulais qu'il soit bon. Et j'allais discuter. Je trouvais très... c'était pas très dynamique, disons. Mais voilà, je l'ai fait. Mais aussi tout le software autour. Là, j'avais jamais utilisé ScreenFlow ou moi, je recordais sur mon Mac. Et là, à chaque fois que je cliquais la souris, il y avait un gros son dans l'ordi. Donc, moi, ensuite, je me suis mis une couverte par-dessus la tête. Donc, c'était vraiment broche à foin, là, comme on dit au Québec. Donc, voilà, je l'ai publié sur Udemy. Voilà, ça a pris 3 semaines pour avoir mon premier acheteur que j'ai appris, qui était le copain de ma mère. Je ne l'avais pas reconnu par nom, là, donc il me l'a dit par la suite. Mais voilà, et une chose a mené à une autre, et j'ai adoré créer ce cours-là. Je trouvais ça super intéressant. Je voyais que les gens le suivaient, me donnaient des commentaires positifs. Et voilà, c'est comme ça que d'une chose a mené à une autre. Je me suis retrouvé ici sur ce podcast. On va revenir, il y a eu plein d'autres choses aussi que tu as fait, notamment, je le dis maintenant, mais on reviendra dessus, mais en plus, cette formation, ensuite, tu l'as mise à disposition gratuitement de tout le monde sur un site en plus qui est très sympa. Mais juste, il y a un petit point. Moi, je ne sais pas exactement ce que c'est Actuaire, mais j'avais un collègue qui avait fait ça dans une vie avant, donc je sais qu'il y a beaucoup d'analyses, enfin de stats, de choses comme ça. Est-ce que ça t'a amené beaucoup à travailler avec un tableur? Et est-ce que c'est ça aussi qui t'a permis de découvrir Airtable quand même, comme tu dis déjà 2018, enfin tôt quoi? Ouais, non. Ou s'il n'y a pas de rapport? Non, zéro. Parce que une des frustrations que j'avais à travailler en tant qu'analyste actuariel, c'était... j'avais l'impression que je travaillais avec les technologies d'il y a 20 ans. Ça, c'est en partie parce que c'était une grosse entreprise. Je travaillais dans des très, très grosses entreprises. Mais aussi, disons, une base de données relationnelle, c'était pas nécessairement quelque chose qu'on utilisait. Donc, on utilisait des bases de données assez anciennes, très difficiles à query. Moi, j'ai appris du SAS, SAS, qui était le standard langage de programmation. Donc, on faisait pas du Python, on faisait pas du R, on faisait du SAS. Inutile. Maintenant, aujourd'hui, je l'utilise. Je pourrais pas te faire une query SAS aujourd'hui. Non, en fait, ce que ça m'a appris de travailler dans ce monde-là, c'est que je voulais pas nécessairement travailler dans un milieu avec un peu qui tardait à se moderniser. Et c'est pas une critique envers l'actuariat, envers les entreprises. C'est juste qu'une fois que tu es plus que 10 000 employés ou 20 000 ou 30 000, c'est parfois difficile à avoir ce qui est moderne, ce qui est utile. Et donc, moi, ce que moi j'ai appris personnellement, c'est des plus petites entreprises, c'est peut-être là que je vais plus y retrouver mon plaisir de vraiment avoir un impact sur le type de technologie qu'on utilise. Et voilà, quand je me suis retrouvé dans les startups dans lesquelles j'ai travaillé par la suite, souvent, la première chose que je faisais, c'est de dire, bon, on va utiliser Airtable. Je ne sais pas qu'est-ce que vous utilisiez avant, mais moi, j'ai un argument très, très fort pour Airtable.
Et donc, j'essayais de trouver tous les workflows qu'on pouvait migrer vers Airtable ou Zapier ou tous les outils no-code. Ouais. Bon, on reviendra un peu sur ce sujet-là parce que tu es quand même vraiment, enfin moi je suis ta newsletter très régulièrement, donc tu parles beaucoup justement d'automatisation et des process et comment on peut automatiser, mais d'abord j'aimerais bien justement parler un petit peu de ton rôle chez Airtable. Est-ce que déjà juste, enfin par curiosité, est-ce que c'est le fait d'avoir fait la formation qui t'a amené aussi un peu vers eux, ou est-ce que pas de rapport, je sais pas, enfin forcément une Ouais. relation, mais... Encore une fois, je pense que c'est un exemple de la vie fait bien les choses. Moi, en fait, je me suis joint comme CSM, Customer Success Manager, chez Airtable. Et voilà, ce que tu faisais déjà dans une startup avant, si je dis pas de bêtises. Ouais, exact. Et je veux dire, c'est sûr que moi, toute ma gestion de clients dans la compagnie, la startup d'avant, c'était dans Airtable. Donc, je veux dire, j'avais le cours, je comprenais très, très bien comment utiliser Airtable. Et donc, c'est sûr que pour Airtable, c'est intéressant voilà. J'espère que c'était intéressant pour plein d'autres raisons aussi, pas juste ma connaissance d'Airtable, mais et moi, j'ai un peu dit pendant le processus d'entrevue, je disais, juste en passant, j'ai un cours sur Airtable, j'ai à peu près 1000 à 2000, je ne m'en rappelle plus qu'est-ce que c'était dans le temps étudiant. Tout le monde dit, intéressant, mais bon, c'est pas pour ça qu'on t'engage. Et par chance, vraiment par chance, quand je me suis joint, il y avait le concept d'éducation, une équipe d'éducation dédiée à éduquer les clients qui se formaient. Et la question s'est posée à l'interne de dire qui a cette expérience de former des gens sur Airtable. Et c'est pas à moi qu'on a posé la question, c'était à d'autres. Et comme c'était assez connu à l'intérieur de l'entreprise que j'avais donné des formations sur Airtable, j'avais un cours en ligne, on m'a proposé de me joindre à cette équipe-là assez vite dans le temps que je suis chez Airtable. Ouais. Et voilà, j'ai dit oui instantanément. D'accord. Et moi j'ai l'impression que, alors je sais pas, peut-être c'est un biais, mais moi j'ai l'impression que j'ai découvert ce côté formation de Airtable avec tes vidéos. Enfin, on va revenir dessus. Il y avait déjà des choses avant, ou parce que moi j'ai l'impression quand même que, enfin, c'est devenu un vrai sujet, la formation. D'ailleurs, on a l'exemple de Webflow évidemment qui fait quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, j'ai vu je crois que tu as tweeté il y a quelque temps où tu disais un objectif, ça serait d'amener aussi les formations d'Airtable quelque part à ce niveau-là. Et je trouve que c'est un super objectif parce que Webflow a mis la barre très haut. Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Enfin, comment ça a commencé un peu la formation chez Airtable? Ouais, c'est une bonne question parce que et ça, c'est un monde que je découvre beaucoup. Et je t'avoue, je suis très, très tôt dans ma carrière d'éducateur, si tu veux. C'est par nécessité un peu de centraliser ces efforts d'éducation qui a eu l'idée de dire, on va dédier une équipe à l'éducation. Mais maintenant, je ne veux pas passer 45 minutes ou la prochaine heure à te parler de la difficulté à trouver c'est quoi l'éducation, parce qu'on peut voir ça comme éduquer des clients existants, surtout des clients enterprise, dépendamment de où tu t'assois, where you sit in the org, comme on dit. Ça peut être du contenu. Webflow, par exemple, c'est un bon exemple. Eux, c'est un département d'éducation. Je pense que, pour revenir à ta question, c'était la nécessité d'avoir une équipe dédiée à éduquer nos utilisateurs et pour que cet effort-là soit centralisé. Donc, si tu regardes la chaîne YouTube, elle existait, il y avait des places, un peu à gauche et à droite où on pouvait apprendre Airtable, mais maintenant que tu as une équipe d'éducation, tu peux dire, comment on fait pour que ça soit facile pour un nouveau utilisateur de s'éduquer? C'est quoi les channels qu'on veut prioriser? C'est quoi la barre pour du contenu éducatif? C'est intéressant parce que enfin là je réfléchis en live, mais ce que tu dis, quand je fais un peu l'historique, moi un des premiers outils, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de contenu, c'est Zapier. Ils ont leur Zapier University, principalement des vidéos YouTube assez courtes, mais qui sont très
comment dire, anonymes. Enfin, elles sont très, on sait pas vraiment qui fait, on entend une voix. Et puis il y a les gens à côté qui faisaient des formations comme toi, par exemple, enfin, plein de formations même. Et j'ai l'impression que la manière, enfin, quelques personnes un peu originales qui faisaient des formations eux-mêmes ont amené chez les éditeurs, et donc peut-être Webflow en premier, cette nécessité de faire des formations originales, de qualité, avec personnifiées aussi. Est-ce que par exemple, chez Airtable, enfin, je te laisse réagir un peu à tout ça, désolé, je dis beaucoup de choses en même temps, mais il y a eu un petit peu aussi cette volonté je sais pas si personnifier, c'est peut-être pas le bon mot, mais de toi aussi te mettre en avant, toi, en tant que personne, tu vois. Enfin, en tout Ouais, cas, pour donc, représenter le formateur, quoi. je vais un peu. Tu sais, ta question. euh, c'est comme. Ta question est intéressante parce qu'elle pose comme si une entreprise fait des décisions, tu sais, dans une boîte noire et ensuite, je suis le. Airtable voulait mettre de l'avant quelqu'un Mhm. et ils ont dit, ben, Aaron, voilà, c'est ton rôle. Mhm. Mais en fait, moi, comment je le vois, et c'est vraiment intéressant comme question parce que je me suis même posé la même question pour Webflow. Est-ce que Webflow s'est dit, jour 1, nous, vont vraiment, notre éducation va être intéressante. Mhm. Puis on dit, on va aller trouver Maguire, puis lui, ça va être la personne qui va mettre en action cette vision-là de l'entreprise. Mais c'est un peu oublier que les décisions qu'une entreprise fait sont basées sur les gens qui y sont. Donc, il n'y a pas vraiment une volonté de dire chez Airtable, on va mettre de l'avant nos éducateurs. C'est plus de dire les gens qui étaient chez Airtable à ce moment-là voulaient se mettre de l'avant, trouvaient que c'est une façon intéressante Mhm. d'engager les gens, de s'assurer qu'ils regardent et apprennent ce qui est parfois un outil qui peut sembler complexe. Et donc, le résultat de ça, c'est que, voilà, on a nos vidéos YouTube. Donc, c'est rare qu'il y a comme cette décision centralisée et ensuite des conséquences de cette décision-là. C'est plus de dire, nous, notre objectif, c'était, c'est de rendre l'utilisation d'Airtable facile, que les gens le comprennent, qu'ils soient euh, capables d'accomplir les workflows qu'ils veulent. Et la façon qu'on a trouvé de faire ça, c'est de créer des vidéos qu'on espère sont de plus en plus intéressants. Mhm. Et voilà, c'est sûr que moi, je regarde Webflow, c'est quelque chose que j'adore. Honnêtement, j'utilise même pas le designer. Je suis pas designer, j'ai jamais aucun intérêt à Mhm. design dans le designer de Webflow, mais j'ai vu toutes leurs vidéos. J'en tire zéro Ouais. bénéfice. J'apprends rien parce que je l'utilise pas, mais je les regarde parce que je trouve ça Ouais. intéressant. Voilà. Ouais, non, c'est clair, hein. Est-ce que tu as d'autres exemples qui te viennent en tête de d'autres outils no-code qui arriveraient pas mal sur le sujet de la formation? Bonne question. Je vais un peu sidestep la question en disant, moi, j'utilise très peu de no-code tools. J'utilise Webflow, Airtable, Zapier, Integromat, MemberStack. Tu sais, donc, je suis pas mal toujours très, très près du stack que je connaissais il y a 4-5 ans. Mhm. Donc, dans ceux-là, ils ont chacun une approche différente pour l'éducation. Euh, Maintenant, quand je regarde plus généralement, genre software en général, ben, c'est intéressant parce que tout le monde a vraiment une approche différente. Tu sais, il y a une croyance générale de dire il y a aucun intérêt à rendre tes vidéos intéressantes. Tu sais, les gens veulent du contenu. Là. Tu sais, ils arrivent, ils ont un but, Mhm. explique-leur ce qu'ils ont Google. Tu sais, donc ça, c'est une approche. Il y en a d'autres qui sont... En fait, je te dirais, la majorité, c'est ça l'approche. Il y en a qui sont très webinar. On aime beaucoup les webinars, on va chercher les courriels. Euh, En fait, c'est un petit peu l'approche, c'est un petit peu d'ailleurs l'approche je dirais peut-être de Zapier University, c'est-à-dire que c'est des vidéos très ciblées sur une fonctionnalité et qui s'enchaînent, mais il n'y a pas forcément de notion de parcours ou quelque chose d'un petit peu plus grand. Mais c'est vrai que c'est aussi une fine ligne entre la production de contenu, on va dire en général, et former les gens, mais aussi attirer aussi quelque part les gens, mm-hmm. peut-être sur le produit, et puis aussi et créer tout un parcours de formation. C'est un peu ça, parce que du coup, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les différentes choses que vous faites? Donc il y a ces vidéos dont tu parlais. Il y a des lives aussi, il me semble. Ouais, enfin voilà, si tu fais un petit... Ouais, donc
Donc, on a à la base webinars, qui airtable.com/webinars. Je dirais la place pour aller apprendre. Je veux passer l'après-midi à apprendre. Sur la chaîne YouTube, on voulait... je sais pas, mélanger peut-être pas le bon mot, là, mais on voulait que tout le monde qui arrive, il trouve du type de contenu qui va l'aider à progresser dans Airtable. Pour certaines personnes, c'est j'ai besoin de 5 minutes, donne-moi le onboarding rapide. Donc, on a des playlists là-dessus. Moi, depuis, je te dirais 6 mois, ce que j'essaie de créer sur la chaîne YouTube et en général dans l'éducation chez Airtable, c'est du contenu régulier pour les gens qui utilisent déjà Airtable, mais qui veulent un peu up-level leur niveau en utilisant des buttons, des automatisations spécifiques. Donc, nous, on appelle ça Tooltips. Donc, on en faisait une fois par semaine. Maintenant, ça va être peut-être une fois ou 2 semaines, un peu. Je vais voir c'est dur à tenir, non? Une fois par semaine, ça fait... Ouais, vraiment. Donc, ça, c'est pour des utilisateurs existants qui veulent un peu améliorer leur utilisation d'Airtable ou augmenter. Et ensuite, on a Table Talk, qui est notre live stream qu'on a fait à chaque semaine durant l'année passée. On a fait à peu près 13 d'affilée l'année passée. Notre objectif avec Table Talk, c'est pour répondre aux questions des utilisateurs. Et pour les 13 premiers, on a vraiment fait autour d'une fonctionnalité. Donc, fields, records, automation, sync, collaboration. Puis la raison pourquoi on a fait ça, c'est qu'on voulait créer une base de contenu pour dire, ben ça, c'est pas mal, pas tout, mais beaucoup de ce que tu as besoin de savoir pour vraiment être vraiment bon dans Airtable. Et par la suite, on vient couper ces vidéos-là qu'on met sur des vidéos sur d'autres places sur Airtable. Donc, tu vas voir des vidéos de 4 minutes qui sont en fait ce live, mais coupés et réutilisés pour donner le type de contenu comme Zapier. Donc toi, tu veux juste savoir comment utiliser une automatisation ou comment faire un sync table. Donc, Table Talk a été un peu réutilisé à cette sauce-là ailleurs. Puis, c'était aussi une façon de connecter avec notre communauté. On avait des gens dans le live qui posaient des questions, je répondais aux questions. Donc, c'est une façon de les connaître et de créer cette habitude-là de on est là pour vous, on veut répondre à vos questions. Et moi, ma vision, ça a toujours été on va changer un peu le format, amener des collègues, parler des nouvelles features, faire du Q&A qu'on a fait à la fin de l'année passée. Et donc, voilà, depuis des exemples, depuis le début de l'année, on a eu Andrew, un de nos cofondateurs, venir parler un peu des 10 dernières années chez Airtable. On a eu Mary Cook, qui est venue parler de Conditional Automations quand on l'a lancé il y a quelques semaines. On a eu aussi Peter Deng, venir parler de la roadmap. Je n'aurais pas utilisé le mot roadmap, product plans de Airtable, parler de qu'est-ce qui s'en vient, comment on prend nos décisions et vraiment répondre aux questions qu'on a eues, parce qu'on a eu énormément de questions sur quand est-ce qu'on va lancer différentes parties de la plateforme. Et donc, j'espère que Peter a pu répondre à certaines de ces questions-là la semaine passée. Et j'espère que ça a créé une certaine confiance chez les gens chez Airtable de venir sur cette plateforme-là, de parler en live, de connecter avec nos utilisateurs. Puis, pour moi, comme utilisateur, c'est ce que j'aurais toujours voulu. Donc, j'allais travailler chez Airtable pour le créer. C'est intéressant parce qu'il y a ça m'amène plein de questions, mais ce côté de communauté, il y a toujours eu, il me semble, un forum, au moins sur Airtable, il y a toujours eu cet aspect au moins communautaire, on va dire un peu qu'on retrouve dans tous les outils, mais pour moi, je sais pas ce que tu en penses, mais les live Twitch, par exemple, par le chat et la vidéo, mais cette interaction, ça aide encore plus à fédérer cette communauté, quoi. Et puis après, il y a aussi un petit peu les réseaux sociaux, et je sais pas, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a aussi un effort encore supérieur à permettre aux gens justement d'interagir et de venir s'impliquer, quoi, dans cette communauté. Oui,
Mais je reviens à ce que je disais avant, c'est vraiment, moi, j'aime ça être en live. C'est quelque chose que je fais depuis 2 ans sur Automate All the Things. C'est un format dans lequel je me sens très confortable. Ceci dit, pour une entreprise, ça a pris beaucoup ça a pris du temps pour convaincre les gens que c'est une bonne idée. Parce que une erreur, ça va pas bien, quelque chose se dit qui aurait pas dû être dit. Et donc, pour une entreprise, être en live est un risque. Et aussi, c'est de dire, 1 heure de contenu, c'est long. Je veux dire, moi, je connais les statistiques. Très peu de gens écoutent l'heure. Donc, il y a la question d'efficience. Est-ce que c'est un bon format? Est-ce que c'est rentable, peut-être? Ouais. Peut-être pas rentable, mais de dire, est-ce qu'on peut prendre le temps qu'on passe à créer ce stream-là, à faire d'autres choses qui seraient plus bénéfiques pour nos utilisateurs? Et je pense que c'est facile. Pour moi, je dois t'avouer, ça a pris énormément de temps de convaincre des gens que le live stream est utile au-delà du fait que moi, j'aimais ça, faire ça. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, ils disaient, on fait un live stream parce que moi, j'aime streamer. Et je dois t'avouer que peut-être, au fond de moi, ça a commencé comme ça. J'ai dit, on va commencer, on va convaincre les gens que c'est utile. Mais ce qu'on a vu, c'est, comme tu as dit, connexion avec la communauté, notre communauté très active qui vient à chaque semaine, nous pose des questions. Ensuite, le fait qu'on réutilise le contenu ailleurs est extrêmement bénéfique aussi. Et ça, je pense que c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Donc, ils streament à chaque semaine, ils le mettent, mais il y a peut-être un 5 minutes vraiment pratique qu'on peut réutiliser ailleurs. Il y a peut-être une question qui revient tout le temps. Je veux dire, si tu es dans l'audience, tu as pris le temps de venir me poser la question, c'est probablement parce qu'il y a 10 000, 15 000 d'utilisateurs qui posent la question, qui ne trouvent pas la réponse, et c'est perdu dans ton live stream. Google n'est pas assez bon pour trouver le 5 minutes du live stream qui est pratique. Donc, moi, j'avais un ancien patron qui dit, si un utilisateur prend le temps de t'écrire, prend le temps de venir te chercher pour dire « Hey, j'ai cette question-là que je ne suis pas capable de trouver la réponse », il y en a probablement une dizaine au moins, sinon plus, qui ont juste dit « Ah, pas un outil pour moi. Pas capable de répondre à ça, je vais arrêter d'utiliser. » Ou je ne vais pas continuer à augmenter mon niveau d'expérimentation ou de proficience avec cet outil-là. Et donc, pour nous, c'était extrêmement important de dire, cette heure qu'on passe, qu'on planifie, qu'on va chercher les questions, qu'on fait en live, comment est-ce qu'on la réutilise ailleurs pour que cette personne-là qui a cette question-là, qui n'a pas le temps de regarder 1 heure, pas capable de le trouver, vient trouver sa réponse. Et donc, ça, c'est vraiment ce qui me permet de continuer de streamer. Voilà. Il y a une question qu'il faut que je te pose, évidemment, c'est ce studio où tu enregistres, en tout cas ce décor et tout, qui est vraiment visuellement hyper marquant, quoi. Enfin, moi, je dis encore une fois, on a vu la différence, quoi, quelque part. C'est pour ça que moi, je me demandais même qu'est-ce qui a été fait avant par Airtable. Ça m'a vraiment marqué, c'est bête, hein, c'est le côté visuel aussi, le fait aussi que ça soit toi qui le fasses, etc. Quel est le secret, quelle est l'histoire derrière cet endroit? Ouais, tu sais, en fait, c'était pour avoir une place pour record. Donc, l'histoire... Moi je suis présentement à Montréal. J'étais à New York avant la pandémie, très rapidement à New York. Et j'ai dû redéménager. C'est-à-dire, j'ai pris un vol au Canada en mars 2020. Et voilà, ils ont fermé la frontière et je suis ici depuis. Et donc, on s'est un peu dit, est-ce qu'on peut créer un look Airtable? Moi, j'avais beaucoup d'expérience à streamer, j'avais beaucoup d'expérience à record en tout seul, c'est-à-dire sans production. Et donc, on a trouvé un lieu qu'on peut utiliser. On a peinturé le mur en bleu, on a fait un set design. Je peux envoyer des photos là, dans la description. C'est vraiment une caméra, un bureau, un mur avec une horloge.
Et c'est un petit espace avec, il y a des caméras en haut. Pas des caméras, des lumières C'est sur vrai le que je serais plafond. curieux de voir l'envers du décor. Ça, c'est toujours. Ouais, c'est vraiment pas impressionnant. Vraiment, c'est... pour moi, ce que j'ai appris de ce processus-là, c'est que ça prend pas beaucoup. Tu sais, c'est vraiment un mur bleu avec une horloge, une table Ikea et 2-3 lumières sur le plafond bien positionnées avec une DSLR dans le mur. Tu dirais pas que si je te montrais la photo et tu t'imaginerais pas que c'est notre set. C'est vraiment de base. Mais on a des designers incroyables à Airtable qui se sont dit, si on est capable d'avoir ce look-là, ça va... les gens vont s'en rappeler. Et comme de fait, c'est... moi, personnellement, je l'adore, le set. Et je pense que c'est cette marque visuelle-là, maintenant, les gens s'en rappellent, ils reconnaissent instantanément, puis c'était ça le but. Et encore une fois, le but est toujours de rehausser la qualité des formations qu'on donne, des vidéos qu'on crée. Super intéressant. Et du coup, j'inviterai les gens évidemment à aller voir ta formation aussi que tu avais fait. Et parce que je trouve que le design aussi était très parlant sur ce site, sur le site Automated Things, de la partie formation. Enfin, c'est d'ailleurs tout le site, quoi. Et que ça, c'est toi qui l'avais fait ou tu as travaillé avec quelqu'un pour faire ça ou... Non, encore une fois, c'est... je suis vraiment été chanceux dans tout mon processus parce que j'avais le site web automatedthings.aatt.io et voilà, moi, je ne design pas. Je suis nul, vraiment nul. Aucun intérêt. Si j'étais développeur, je serais pas front-end, je serais définitivement back-end. Je faisais des streams beaucoup sur Webflow dans le temps. Encore aujourd'hui, mais je faisais beaucoup d'automatisation sur le Webflow CMS, principalement parce que j'avais un travail, mais je voulais continuer à streamer et je voulais que ça soit facile de updater mon Webflow avec mes streams. Et Joe de FinSuite m'a écrit et a dit « Ah, j'adore tes streams, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut travailler ensemble? » J'ai dit « Écoute, est-ce que tu peux faire mon site web? » Il a dit oui instantanément. Et voilà, c'est lui qui fait, Joe, l'équipe chez FinSuite fait tous les designs de Automated Things depuis. Donc, ceux qui ont fait le site web, ceux qui font tous les thumbnails, ceux qui font l'intro de mon stream aussi. Donc, je suis depuis sponsored by FinSuite, si on veut, mais vraiment, eux, ils s'occupent de tout l'aspect visuel, puis tout le stream aussi, c'est eux qui ont design le look du stream. Ouais, c'est vraiment une chance, tu sais, parce que sans Joe, je pense pas que Automated Things serait où est-ce qu'il est aujourd'hui. Ça amène vraiment une touche et donc je les remercie infiniment de m'avoir permis et de m'avoir donné ce look-là. Ouais. Pour les gens qui ne connaîtraient pas FinSuite, c'est une agence vraiment de référence dans l'univers Webflow. C'est peut-être l'agence la plus connue, je ne sais pas en tout cas. Et ils avaient fait d'ailleurs une présentation très intéressante à la NoCodeConf. Qui était très intéressante. Et la tienne aussi était très intéressante. Et du coup, ça va m'amener un petit peu passer sur le sujet de l'automatisation. Et on va faire le lien justement parce que tu as fait une présentation que j'avais trouvée assez super sur le management du contenu, on va dire, et de comment justement automatiser. Et tu as évoqué un petit peu des choses, comment on passe d'une vidéo, d'un live à une petite vidéo qu'on va mettre sur YouTube, etc. Et puis derrière, il y a tout un process. Est-ce que tu veux nous parler de ça un petit peu Ouais, je pense que trop souvent, on a un processus et on le voit un peu... c'est ça notre processus. On ne peut pas l'améliorer. Et même si on voulait l'améliorer, on ne sait pas par où commencer. Et on se dit, j'ai pas le temps d'améliorer mon processus. Donc, à NoCodeConf, ce que je voulais présenter, c'est, tu sais, moi, j'arrive sur Automated Things et je présente un workflow. Et on se dit, jamais je pourrais créer ce type de workflow-là. Mais par exemple, tu sais, le stream que je fais à Automated Things, je pense qu'on est rendu presque à 70 éditions.
à chaque fois que je fais une édition, je me dis, bon, ben comment on pourrait rendre ça un peu meilleur? Comment on peut automatiser peut-être une étape parmi les cinquantaines d'étapes que je dois prendre pour streamer? Et au fur et à mesure, avec le temps, ben, j'ai pu quasiment automatiser la majorité des étapes. Et donc, ce que je présente dans cette présentation-là, c'est, bon, ben, c'est quoi l'information que ton workflow a besoin? Fais une énumération de tout ce que tu as. Ben, moi, j'ai thumbnail, j'ai description, title, webflow link, YouTube URL, guest name, Twitter name. Et donc là, créer des groupes, créer ta base de données relationnelle. Ou ben, dans Airtable, Notion, je n'ai pas vraiment de préférence pour l'outil là, à ce point-là dans le workflow. Et ensuite, commence à dire ben, comment on arrive à chacune de ces informations-là. Par exemple, ben, moi, mes invités, ben, je vais souvent les mettre, j'ai besoin de leur nom. Puis je vais souvent les trouver sur Twitter. Donc, à ce moment-là, je vais mettre leur lien Twitter. Et je prends un statut. Est-ce que je leur ai écrit? Est-ce qu'ils ont accepté? Est-ce qu'ils ont une date? Et souvent, quand on regarde toute l'information qu'on a besoin, mais on se dit, ben, je vais jamais être capable de m'améliorer sur toutes ces facettes-là. Donc, ma proposition, c'est toujours de commencer avec peut-être un sous-groupe de ton workflow, une petite part de dire, bon, ben, sur les prochains 2 mois, on va améliorer comment on gère nos invités. On va leur donner un statut, on va les chercher et tout le reste va être pareil. Et là, ensuite, on va dire, bon, ben, maintenant que j'ai mes invités et que j'ai un bon pipeline, ben, peut-être qu'on va commencer à les relier au show auquel ils viennent. On va avoir une date, puis là, on commence à créer la relation entre ces deux choses-là. Et là, on a, bon, ben là, j'ai mes invités, j'ai le show auquel ils sont invités. Ben là, j'ai le titre de ce show-là. Et là, ben, j'ai le lien. Et là, tu dis, bon, ben, une fois que le show est en cours ou il a été confirmé, ben, il faut que je l'envoie à Webflow parce que c'est ça mon CMS, ou peut-être c'est YouTube, ou peut-être que c'est WordPress. Et là, la question s'est dit, bon, ben, comment je fais ça automatiquement? Parce que là, c'est beaucoup de copy-paste. Donc, c'est sûr qu'on peut regarder un workflow comme le mien ou le tien ou celui qui travaille beaucoup depuis des années à faire ce travail-là et se dire, bon, ben, moi, je ne vais jamais arriver à quelque chose d'aussi efficace. Mais c'est vraiment à chaque semaine se poser la question, bon, ben, c'est quoi mon 10% que je peux m'améliorer cette semaine? Ou peut-être pas, peut-être tu n'as pas le temps cette semaine et la semaine d'après. Et finalement, moi, c'est ce que je remarque après 80 épisodes, ben, moi, c'est une série de boutons. Send to Webflow, send to YouTube, update thumbnail, create Slack channel avec l'invité. Mais chacune de ces étapes-là était une amélioration que j'avais ciblée dans le temps. Et voilà, ça s'améliore toujours. Et je trouve que c'est comme ça qu'on crée des bons workflows. C'est pas en disant, bon, ben, ce mois-ci, on l'améliore puis on n'en parle plus jamais. C'est vraiment à chaque semaine de s'améliorer. C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que ça montre à quel point tout ça est accessible quelque part. C'est-à-dire que c'est pas un truc où il faut se poser, prendre des heures, essayer de faire tout le process d'un coup. Et puis il faut commencer peut-être à la main, comme tu dis, puis améliorer un point, puis un autre. Et j'aime bien quand tu parles de boutons, je trouve que ça souligne bien aussi le fait qu'il y a des choses qui peuvent être quelque part semi-automatisées, quoi. C'est-à-dire c'est toi qui appuies sur le bouton. Par contre, derrière, tout se passe. Et en fait, tu peux te faire ton petit tableau de bord comme ça. Tu améliores les actions une par une. Puis peut-être qu'à un moment, en fait, tu as 2 boutons qui vont s'appeler successivement. Puis en fait, à la fin, peut-être tu auras un bouton. Mais en tout cas, je pense que cette démarche, des fois, les gens se font toute une montagne. Et peut-être que si l'autre écueil, je sais pas ce que tu en penses, c'est aussi les gens veulent tout le temps se jeter, enfin tout le temps. Je vois en tout cas les gens qui débutent un petit peu dans tout ça, ils se jettent dans les outils d'abord. Au lieu d'avoir fait cette réflexion, tu vois, comme tu l'as évoqué là en plusieurs étapes, je sais pas si toi c'est quelque chose que tu as constaté aussi. Ben, c'est quelque chose dont moi je suis souvent coupable. Donc, je vais regarder ce qu'on appelle le end state. Voici l'idéal. Quasiment, j'y touche plus au workflow. Tout se passe. Et là, je commence à dire, bon, c'est quoi l'outil que je dois ajouter à mon stack? Ou, je commence à analyser tout. Et c'est drôle parce que quand
quand quelqu'un me pose des questions, je vais souvent être très bon, mais c'est quoi qu'on veut faire, c'est quoi l'objectif, c'est quoi les outils que tu utilises aujourd'hui, comment on s'améliore. Et donc, moi, ce que je recommande toujours, c'est de commencer dans ton stack et d'y aller progressivement. C'est ce que je recommande. Ce que je fais, c'est l'inverse. Parce que je ne prends pas mes propres conseils. Moi, j'y vais direct, bon, mais on all in. J'ajoute 8 outils, on y va. Puis là, finalement, j'ai scrap et je reviens à ce que je propose. Donc, tu sais, je pense que il y a 2 problèmes avec ce que tu dis. Puis, un, c'est ce désir d'apprendre de nouveaux outils, de se dire qu'est-ce qu'on a, c'est pas assez parce qu'il y a ce state qu'on veut chercher qui est super automatisé. Et deuxième, souvent, on va venir automatiser pour automatiser. Un bon exemple, c'est les boutons. Moi, j'aime pas faire quelque chose dans un autre système sans être sûr que c'est moi qui l'ai fait. Donc, moi, je suis un très, très grand utilisateur de boutons. Genre, send to YouTube. Je veux pas qu'il y ait une publication sur ma chaîne YouTube sans que ça soit moi qui l'ai faite. Parce que peut-être ça se passe dans le background. Et là, maintenant, les gens m'écrivent, c'est quoi cette vidéo-là? Elle n'était pas prête. Au moins, si j'ai pesé sur le bouton, je peux me blâmer. C'est de ma faute. Alors que si c'est passé dans un système en arrière, bon, ben, je ne suis même pas au courant que ça s'est passé. Donc, moi, je suis un grand fan de voir qu'est-ce qu'on va faire et de comme approve, oui, OK, on y va. Et donc, moi, mon workflow pour Automate All Things, c'est vraiment une trentaine de champs split en views, donc 5 views pour 5 champs dans le YouTube view, par exemple. Puis il dit, bon, send to YouTube. Tout est là, send to YouTube. Ça nous ramène un lien. Ce lien-là, il faut que j'envoie à Webflow. Je change de view. Je m'assure que tous les champs sont beaux. Send to Webflow. Donc, ça, c'est comment moi, j'aime travailler. Et comment j'y suis arrivé, c'est qu'avant, j'automatisais tout. Et ça crée énormément de problèmes. Parce que je voulais vraiment que tout le workflow fonctionne, mais il y avait toujours un petit « Ah, ça ne fonctionne pas exactement comme on veut » et ça crée énormément de problèmes dans mon workflow. C'est un super retour d'expérience, surtout venant d'un expert comme toi. Je pense que ça permet aussi aux gens qui débutent aussi de peut-être voir que voilà, il y a cet état, il est un peu idyllique quelque part. Enfin, c'est un peu un idéal. On pense qu'on va arriver à tout automatiser, alors qu'en fait, et tu as vraiment raison de le souligner, des fois, peut-être qu'on y arrive, mais en fait, les erreurs potentielles que ça génère ou les points de failure, d'échec, enfin, vont nous prendre plus de temps à les corriger que finalement avoir ce process un petit peu supervisé, enfin semi-automatisé, je ne sais pas forcément comment décrire, que tu décris un peu avec ce tableau de bord, c'est hyper intéressant. Tu as une newsletter où tu parles de tout ça, chaque semaine quasiment. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Est-ce que tu automatises le contenu de la newsletter? Non. Encore une fois, je suis mauvais cobaye de mes propres conseils, si tu veux. La newsletter, c'est read.att.io. C'est un peu, pour moi, c'est un champ d'expérimentation, si tu veux. À la base, c'est-à-dire encore jusqu'à aujourd'hui, c'était une place pour écrire des long form newsletters en no code. Et je pense que j'ai 70 éditions. Et je l'ai comme un peu relié avec le stream. Donc, c'était comme savoir c'était quoi le stream cette semaine. Ça arrivait sur la newsletter. Et c'est très intéressant des fois de juste parler un peu de comment on fait en ce moment. De parler pourquoi pas tout automatiser. Un peu mon intérêt dans différents outils no-code, mais aussi certaines tendances. Ce que j'apprends aujourd'hui, c'est que j'ai pas assez à dire. C'est-à-dire, j'ai pas un long form, j'ai pas quelque chose d'intéressant à chaque semaine, long form sur le no-code. Donc, une des solutions l'année passée, ça a été d'inviter d'autres personnes à venir contribuer à la newsletter. Mais j'ai aussi appris que d'autres personnes n'ont pas nécessairement à chaque semaine quelque chose où je ne les trouve pas, en tout cas, ceux qui ont quelque chose à dire. Et donc, cette année, je vais continuer à faire du long form de temps en temps, quand j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à contribuer, selon moi. Mais j'aimerais que la newsletter soit plus pratique.
Donc, plus que tu la lis et tu dis, ben, je suis capable d'appliquer un peu qu'est-ce qu'il y a dans cette newsletter-là. Donc là, et encore une fois, peut-être que dans 3 mois, je vais abandonner cette idée-là parce que j'ai pas assez de workflow à présenter, mais en ce moment, où est-ce que je vais tendre, ce dans quoi je vais tendre à écrire dans la newsletter, ça va vraiment être, j'appelle ça Workflow Series, qui va toujours commencer par How I. Donc, le premier, ça a été How I Manage My Expenses or my Finances, qui utilisait Airtable avec FinTable. Et je pense que j'ai énormément de workflow que je peux présenter pour que les gens s'inspirent. Mais aussi, tout le monde a des workflows. Donc, moi, je peux m'inspirer. Et donc, je pense que ça va être un terrain plus fertile pour vraiment montrer le pouvoir du no-code ou des workflows, vraiment hors no-code aussi. Et je pense que ça va être plus, ça aura plus une longévité, ça va être plus intéressant pour plus de personnes. Et ça va aussi me permettre de, quand je vais écrire un article ou quelque chose de plus, voici mes pensées sur voici ce que je pense de cet aspect-là du no-code, ben, ça aura plus d'impact parce que je ne suis pas obligé de le faire à chaque semaine. Donc, c'est un peu vers ça que je vais. Maintenant, le temps, je travaille chez Airtable, j'ai Automate All Things, j'ai plein de projets, donc c'est parfois difficile de trouver le temps pour la newsletter, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Justement, j'ai une petite dernière question. On va parler d'un dernier side project justement que tu fais qui est hyper intéressant. Sur cette question du contenu, comment tu arrives à trouver dans le temps un peu justement cette résilience et de comme tu dis, faire 70 éditions de la newsletter? Il y a beaucoup de gens qui abandonnent avant ça. Est-ce que toi, tu as un petit conseil? Je sais pas, c'est vraiment une question candide un peu. Peut-être que tu le fais juste parce que tu te poses pas vraiment de questions, mais... Ah non, je me pose énormément de questions. Je suis surprenamment quelqu'un qui va passer beaucoup, beaucoup de temps à penser est-ce que c'est une bonne idée avant de commencer. Et donc, moi, j'ai le même complexe que beaucoup de gens. C'est sûr qu'aujourd'hui, tu dis, je travaille chez Airtable, je stream, ça doit venir naturellement, mais c'est vraiment l'inverse. Moi, je suis pas quelqu'un de public. Jamais j'aurais cru que j'aurais une chaîne YouTube. Là. C'est vraiment pas quelque chose. Et mes amis rient de moi. Parce qu'eux, ils se rappellent des premières vidéos. Des premières vidéos qui prenaient des journées, parce que et donc, on me pose la question, moi, j'aime tout ce que je fais. La newsletter, si j'aimais pas l'écrire, je l'écrirais pas. Et ça n'aurait aucun impact sur ma vie. Donc, ce que moi, j'aime du contenu que je crée, c'est que si j'arrête de le faire, j'ai aucun impact sur ma vie. Je ne paye pas mon loyer, je ne paye pas mon épicerie, je ne suis pas obligé de créer aucun de ce contenu-là. Et ce que ça me permet de faire, c'est vraiment de cibler le contenu que moi, je trouve intéressant. Et si quelqu'un m'écrit et dit « Moi, je ne trouve pas ton contenu intéressant », j'ai dit « OK, merci, c'est noté. » Ça t'arrive? Non, ben oui. C'est plus que je sais que je parle pas à... je vais donner l'inverse. Je vais donner l'inverse. C'est, imagine que c'était mon travail de streamer, d'écrire ma newsletter. Ben, je serais toujours en train de me poser la question, comment je peux aller chercher plus de gens? Plaire au plus grand monde et toujours plus de gens. Exact. Et moi, je connais assez de gens dont le travail est de créer du contenu que, et je dis pas, c'est pas une critique envers eux, je pense que tout le monde doit manger, doit avoir un revenu stable et pouvoir vivre. Et donc, ils se posent la question, ben, comment je fais une vidéo avec plus de views? Comment je plais à plus de gens? Et donc, pour moi, mon contenu changerait énormément. Ça serait pas des streams d'1 heure sur un truc super niche. Ça serait une vidéo de 5 minutes qui dit « Hey, welcome », il y aurait une intro, like and subscribe, vidéo, puis je dirais « Comment je peux en faire 3 par semaine ?» Et c'est vraiment pas un reproche envers ces gens-là. C'est vraiment de dire, ben eux ont besoin de plaire à plus de personnes pour avoir une business. Et j'admire ces gens-là. C'est extrêmement difficile de faire d'un travail, de créer du contenu.
moi, j'ai pas cette obligation-là. Je vais peut-être l'avoir un jour si jamais je veux faire un boulot de ça. Et donc, ça me donne énormément de flexibilité. Ça me permet de pas le faire. Genre, je stream pas cette semaine, j'ai pas streamé la semaine passée. Too bad, so sad, comme on dit. Ouais. J'aimerais ça, j'ai pas le temps cette semaine. Mais, Et donc, ce qui me permet de continuer à le faire à une cadence régulière, c'est que j'aime streamer, j'aime écrire ma newsletter. Et donc, la journée que j'aime pas ça, je vais arrêter cette facette-là, que ce soit la newsletter, le stream. Et voilà, donc moi, je pense que je peux streamer à chaque semaine et j'adore ça. Donc, bah, tant mieux, continue. Je pense que les gens seront contents. T'as un dernier, enfin, t'en as peut-être d'autres d'ailleurs, mais en tout cas, dont on va parler maintenant, un projet qui s'appelle Code Meets No Code, qui est une communauté, du contenu et plusieurs choses en même temps. Et je trouve que c'est un petit peu, j'ai envie de dire presque une philosophie, quoi, parce que toi, des fois, tu en parles d'ailleurs dans la newsletter aussi, tu défends un petit peu cette idée aussi que c'est quand même malin pour les no-codeurs de mettre du code, d'apprendre un petit peu de code, d'avoir cette approche. On l'a bien compris, maintenant, tu es pas développeur à la base, mais t'as ça, tu fais ça avec Connor, si je dis pas de bêtises. Oui. Quelle est un petit peu la genèse, l'idée un petit peu de tout ça, et puis ta vision peut-être un petit peu... Ouais, je vais faire l'histoire peut-être pas courte là, cette fois-ci, c'est que il y a peut-être 2 ans, moi j'ai pas un background de développeur, mais j'ai comme une formation en mathématiques et à travers mes rôles, ben j'ai dû un peu apprendre à écrire du code. Et moi je parle à Connor presque quasiment à tous les jours parce que c'est un YouTuber, on parle de nos process j'ai rencontré à NoCodeConf en 2019. Ben, on est amis vraiment depuis et collaborateurs. Il venait sur le stream. Et peut-être il y a 2 ans, j'ai dit à Connor, j'ai dit, hey, Airtable vient de lancer scripting, tu devrais l'apprendre. Et Connor, en étant qui il est, a instantanément appris. Et honnêtement, à chaque semaine, peut-être à chaque 2 fois par semaine, m'écrivait Hey Aaron, check out this script that I wrote. Et tu sais, il venait, puis là, il y avait une liste, je m'appelle, il y avait une table de tous ses Zapier workflows. Et un à un, il écrivait un script pour les remplacer. Okay. Pas parce que il voulait enlever Zapier ou Integromat de son workflow, c'était par intérêt personnel et aussi par flexibilité et pour voir, est-ce que je peux combiner ces 3-là? Est-ce que je peux me faire une notification? Est-ce que je peux... Et a vraiment... tu sais, moi, je voyais ce que lui, il faisait, j'étais comme, c'est cool, wow, je savais que ça pouvait faire toutes ces choses-là, mais de vraiment voir l'impact que ça a sur quelqu'un qui a une business, qui a un travail, tu sais, Connor était prêt à prioriser du temps qui voulait dire pas faire d'autres choses, pas travailler sur sa business. Et donc là, je me suis dit, OK, il y a vraiment, tu sais, si Connor et moi ont un intérêt et voit l'impact qu'ajouter un peu de code à son workflow peut avoir, il y a certainement d'autres personnes, encore une fois, qui auraient... ça pourrait amener de la valeur. Mais maintenant, écrire du code comme no-coder, c'est extrêmement intimidant. Par où commencer? Qu'est-ce qui est disponible? C'est quoi mon use case? T'sais, si j'utilise Zapier, Integromat, whatever. Donc, on s'est comme dit, commençons avec des use cases que nous, on a. Tu sais, Connor, il a fait un sur Stripe, qui est un outil pour développeurs qui a peu de connexions, pas des connexions profondes si tu n'écris pas du code. Webflow, Airtable, un autre. Tu sais, un use case que nous, on avait qui est extrêmement courant de dire, moi, je veux un single source of truth qui est dans Airtable ou dans un autre outil no-code. Puis Webflow est un de mes CMS. Trop souvent, on arrive à travailler on finit par travailler dans le Webflow CMS, puis là, alors que c'est une destination, au lieu d'être notre single source of truth. Ça ne devrait pas être notre single source of truth. Et donc, on a dit, on va enseigner ces aspects-là. Et tu sais, vraiment, le cours, c'est pas le cours, c'est le contenu, c'est on lit la documentation et on l'explique. C'est vraiment reading documentation for no-coders et d'expliquer c'est quoi un post, c'est quoi un put, c'est quoi un patch.
mais toujours ancré dans un use case qu'un no-coder va comprendre. Donc, il y a une motivation. C'est pas apprendre à coder pour coder, c'est apprendre les bases de la programmation pour un certain use case. Et c'est un projet qui nous enchante à la base. Moi, s'il y avait 5 personnes qui étaient intéressées, moi, ce serait, wow, 5 personnes, c'est excellent. Et donc, il y a une communauté qui s'aide aussi derrière ça. Donc, une fois qu'on a créé le contenu pour ces use cases-là, ben, ces gens-là informent d'autres use cases. Connor travaille souvent sur les use cases externes, c'est plus entrepreneur. Moi, je suis plus dans les use cases internes, des workflows pour les entreprises. Et donc, les gens nous amènent des défis, des choses qu'ils aimeraient accomplir avec le code. Et donc, nous, on crée du contenu là-dessus. Et voilà, donc pour moi, encore une fois, c'est un projet qui mange. Tu sais, je veux dire, le fait qu'il y ait des gens qui ont les mêmes intérêts que moi tous les matins, j'adore ça. C'est quelque chose qui m'amène énormément de joie. Et donc, le fait que c'est pas la communauté à Connor et moi, c'est leur communauté. Donc là, maintenant, ils se répondent entre eux. Quelqu'un amène un défi. 1 heure plus tard, il y a une réponse. Donc, pour moi, c'est un projet qui m'excite beaucoup. Là. Et quel est Enfin, je vois plein de trucs super dans ce projet. Après, je vais te partager un truc un peu personnel sur ce sujet-là. Mais quel est le profil un petit peu des gens que vous avez? Est-ce qu'ils viennent plutôt du code ou du no-code? No-code. 100%. On a certaines, je dirais, il y a certaines personnes qui ont comme développeurs qui ont fait, j'appelle ça cross the chasm un peu, qui voient la valeur et qui travaillent avec des no-coders. Mais je te dirais, la majorité des gens aujourd'hui, c'est des gens qui n'ont aucune expérience en programmation, qui sont à leur peut-être première expérience en programmation et qui ont juste, comme moi, besoin d'un peu ils ont besoin d'avoir un objectif. Souvent, un cours de programmation, c'est créer une application que tu n'utiliseras pas, qui ne t'est pas vraiment pratique et qui n'est pas transférable à ton travail ou à ton entreprise. Et donc, nous, on voulait un peu faire l'inverse. C'est extrêmement plus niche. Parce que si tu n'as pas le use case, ben, tu ne vas probablement pas atterrir sur Code Meets No Code et ça nous va. Et moi, commencer un peu. Ouais. Moi, je vois assez bien comment les no-codeurs pourraient arriver chez vous, évidemment, par rapport à ce que vous adressez, puisque vous remplissez plein de trous, quelque part aussi, de Zapier, etc., des choses qui manquent. J'ai un petit exemple d'ailleurs là-dessus. Mais moi, je pense qu'il y a une opportunité, et c'est pas forcément votre rôle, mais moi, je vois vraiment une envie peut-être que j'ai de rapprocher aussi les développeurs, les codeurs du no-code, et notamment des outils comme Airtable. Et tu vois, moi, je le répète un peu souvent dans les podcasts et tout, ça va être chiant pour les gens, mais je te le dis parce que mais je pense vraiment, moi, je comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de développeurs qui se spécialisent, ou au moins qui maîtrisent bien le scripting dans Airtable, et encore plus, même, je dirais, la création d'apps. Donc ça, c'est tout un écosystème, c'est extrêmement bien documenté dans Airtable. Et ça, je vois plein de business potentiels. Enfin, nous, on travaille avec plein de sociétés, on les forme à Airtable, mais il leur manque souvent un bout de ce qu'ils peuvent faire. Et là, s'ils pouvaient travailler avec des développeurs qui leur feraient des belles apps, etc. Alors, ce que je dis, c'est peut-être qu'en France, peut-être que toi, tu vois plus de gens forcément qui... Mais, et je me dis que peut-être, tu vois, c'est votre communauté, c'est pas forcément sa mission, mais elle pourrait aussi servir à ça. Oui, éventuellement. Je pense. Écoute, j'ai pas de vision. Je suis pas quelqu'un qui a une vision extrêmement là. Tu sais, je veux pas te dire voici les 10 prochaines années de Code Meets No Code. Sur cet aspect-là de pourquoi un développeur ne se spécialiserait pas dans no code, c'est-à-dire, c'est qu'il faut aussi voir la compétition autour de ce que ces gens-là pourraient faire. Oui, il y a probablement une énorme demande pour coder sur Webflow, toutes les no-code tools. Maintenant, il y a une énorme demande pour des développeurs, point. Et d'où l'existence des no-code tools à la base, parce que sans Webflow, sans Airtable, sans Glide, ben, c'est le travail d'un développeur souvent qu'on vient augmenter. C'est-à-dire, ben, tu n'es plus obligé de faire la base de données, et un business analyst peut la faire. Ceci dit, je pense qu'il y a une opportunité pour quelqu'un qui comprend un peu la programmation. Par exemple, un script. Moi, personne m'étiquetterait développeur.
Ça, c'est sûr. Mais pour à peu près, je dirais, 80 à 90% des use cases où tu as besoin d'un script, je suis capable de l'écrire. Et donc, moi, ça me permet de dire, et je dis moi, mais je m'imagine les gens qui veulent un peu se spécialiser dans ce monde-là et faire du freelance sur Airtable ou autre. Ben moi, avec Airtable, je peux comprendre les no-code tools, mais en connaissant un peu de programmation, je peux vraiment augmenter mes capacités pour dire, ben, il y a peu de choses, peu de difficultés que tu peux m'amener que je ne suis pas capable de résoudre. Et donc, pour moi, je pense que cette transition-là vers no-code à low-code et potentiellement code, si je veux dire, si la personne veut être développeur, c'est une transition qui se fait aussi. C'est là que j'imagine la migration, mais est-ce qu'un développeur peut venir dans le sens inverse? Absolument. Mais après, il y a énormément de compétition pour ces ressources-là. C'est vrai, tu as raison. Et après, ça dépend aussi du niveau du développeur. En fait, quelque part, je pense que tu as assez raison. Moi, je le vois aussi un peu par le prisme de développeurs un peu plus jeunes. Parce que tu vois, on voit en France, et je pense que c'est pareil aux États-Unis, il y a énormément de développeurs juniors. Et certes, c'est vrai qu'il y a besoin de développeurs, il n'y a pas besoin d'autant de juniors. Et donc, en fait, ces juniors, ils devraient un peu se spécialiser. D'autant que, tu vois, dans Airtable, par exemple, ou dans Adalo, c'est du React, par exemple. Enfin, tu vois, c'est des choses, donc c'est des outils très standards. Donc, si toi, tu as appris à faire du React, bah, tu peux ajouter une corde à ton arc, à mon sens, pour les développeurs, plus jeunes développeurs peut-être, de faire aussi, pas faire que, tu vois, du scripting Airtable, mais c'est en tout cas une piste en plus. Mais absolument. C'est un peu... Là-dessus, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire, il y a maintenant cette zone grise entre j'écris du code toute la journée, je suis développeur, et de dire, moi, j'aime être développeur, mais je veux aussi participer à la business, je veux créer des workflows. Et donc, se dire, je prends mon background de développeur, peut-être junior, ou peut-être par manque d'intérêt, de spécialisation, et de trouver cette position entre développeur et business, marketing, whatever, finance, et de dire, moi, j'aide les gens à créer des workflows super puissants. Et moi, je vois énormément de clients de Airtable ou autres qui ont fait leur job. Tu sais, que ça devient les gens dans une entreprise qu'on va voir quand on dit on a un workflow. Tous les business ont des workflows, chaque département, et de devenir le spécialiste parce qu'on sait pas juste que cette personne-là peut comprendre le workflow, mais aussi que si jamais il vient la question de comment on connecte à notre data lake, comment on connecte à cet autre outil-là, ce développeur-là ou cette personne qui a ces connaissances-là peut nous aider, et donc ça devient parfois différent, un autre rôle, et on peut en créer une carrière. Non, c'est hyper intéressant, et je trouve que c'est vraiment super que vous existiez, parce que moi j'ai vu aussi cette évolution des fois dans des élèves à nous. Donc nous, chez Contournement, moi j'ai une règle très stricte, c'est-à-dire que nous on met jamais de code en fait. Nous on veut vraiment s'adresser aux gens qui sont très très débutants. Par contre, moi je suis assez content, moi je suis développeur à la base, quand certains de nos clients sont arrivés à un stade de maturité du no-code, sont arrivés tellement loin, ils maîtrisent tellement bien les outils, qu'ils se posent la question d'apprendre à coder pour ça. Et donc, cette passerelle, je trouve, tu l'as très bien résumé, et je serais vraiment content de voir que si votre communauté vraiment joue ce rôle. En tout cas, j'ai l'impression que c'est déjà le cas. Et je pense que... Alors, c'est tout en anglais, hein. D'ailleurs, il y a quelque chose peut-être qu'on n'a pas dit, mais tout le contenu que tu produis, tout est en anglais, cette communauté aussi est en anglais. Mais je pense que, voilà, je vois, en tout cas, j'ai en tête des gens dans la communauté No Code France qui, je pense, seraient vraiment très intéressés de vous rejoindre, parce qu'ils sont à ce stade, même s'ils sont vraiment des no-codeurs à la base, qui ont besoin de repousser les limites, quoi. Donc ça, c'est vraiment super, et je vais suivre ça avec attention. Même moi, à vrai dire, ça m'a donné envie de rejoindre aussi, donc peut-être qu'on se retrouvera là-bas. Ben ouais, t'es la bienvenue, et voilà, oui, mon contenu est en anglais, et je te dirais que je fais une exception aujourd'hui. Je t'en remercie beaucoup, d'ailleurs. Écoute, on arrive sur la fin. J'ai vraiment une dernière question, parce que je résiste pas quand même à te poser une ou deux questions sur Airtable. Enfin, je vais faire en une question. Est-ce que tu peux me dire, c'est quoi ta fonctionnalité préférée de Airtable, et peut-être celle qui te manque, que tu attends?
Ouais. Donc, préféré, je dirais automations, automatisation au large. Et je pense que sous-jacent à ça, c'est de pouvoir scripter dans une automatisation. Je trouve que c'est une des choses les plus puissantes d'Airtable. Donc, tu peux aller chercher un webhook d'un autre outil, écrire un petit 5 lignes de code et tu viens quasiment de enlever la nécessité de third-party outils. Mais est-ce que l'avenir, justement, enfin là je vais te dire peut-être ce que moi j'aimerais, tu vois, mais c'est justement que petit à petit, tout ça soit de plus en plus abstrait de manière visuelle, quoi, sans que les gens... Tu vois, par exemple, là, il y a pas très longtemps les blocs conditionnels. Ça, c'est génial, quoi, déjà de pouvoir mettre des conditions, que tout ne s'exécute pas. Et est-ce que petit à petit, les actions, par exemple, ne vont pas encore plus se renforcer à tel point que peut-être tout pourrait... Enfin, il y aura toujours de la place pour du script, mais... Ce que je vais dire, et maintenant je vais un peu... je parle pas pour moi, je parle un peu ce que Peter a dit sur Table Talk, ce que Mary est venue faire, c'est que, et ce que Howie a déjà dit par la passée, je vais parler un peu du no-code en général, c'est que Airtable et d'autres outils comme Webflow vont donner un escape hatch. C'est-à-dire, si on n'a pas ce que j'appelle un primitive, un action, un type un champ, une action dans l'automatisation, un sync source, une app qui fait exactement ce que tu veux, tu peux utiliser le escape hatch. Scripting, SDK, API. Et ça permet une flexibilité infinie. Pas mal faire ce que tu veux faire. Et maintenant, le travail, c'est de dire, dans toute la fonctionnalité qui est dans ce escape valve-là, comment on crée des primitives pour chaque action ou chaque chose qui arrive dans ce escape valve-là. Mais ensuite, il ne faut pas oublier que la complexité d'un no-code tool, c'est à chaque fois que tu ajoutes une primitive. Je ne sais pas si primitive est un mot en français, mais bon. Je vois parce que dans le code, ça existe aussi cette notion-là, mais en tout cas, une action que tu peux faire directement dans l'outil qui est une action de base, quoi. Une abstraction, un champ, une action, un nouveau surface, là, comme apps, whatever. Là, il faut poser la question, comment est-ce que ça interagit avec tout le reste de l'application? Donc, à chaque nouvelle fonctionnalité, il y a une complexité combinatorielle de choses qu'on peut faire maintenant, et donc la complexité augmente. Et donc, oui, l'objectif, c'est de démocratiser la création d'applications et de permettre, sans code, toutes ces actions-là. C'est juste que c'est difficile. Voilà. C'est tout ça pour dire que ça prend du temps, c'est difficile. Il faut prioriser. Faut créer ce que nos utilisateurs veulent. Puis ça, c'est vrai pour tous les no-code, outils de no-code. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque que tu aimerais... parce que du coup, bon, effectivement, tout peut être fait en code finalement, quelque part, mais je sais pas, une fonctionnalité... ou que tu attends, enfin, d'ailleurs, qui te manque, c'est pas forcément que tu attends. Je vais un peu, encore une fois, contourner ta question. Moi, ce qui me manque le plus, je vais répondre en deux. C'est pas de la fonctionnalité, je trouve, qui manque. Moi, ce que j'aimerais, disons, j'arrête de travailler chez Airtable un jour, je regarde sur mon temps chez Airtable ou même après, ou peu importe. Ce que j'aimerais pouvoir dire, c'est facile d'apprendre Airtable. Qu'il y a une que tu dis, wow, il y a tellement de puissance, la puissance est là. Je sais qu'elle est là. C'est la raison pourquoi je me suis joint à Airtable. Je l'utilise dans ma vie courante, je l'utilise au travail, je l'ai montré à assez de personnes dans des conversations, je leur ai montré qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Ce que j'aimerais, c'est que si on pose la question, est-ce que c'est facile d'apprendre Airtable, est-ce que c'est facile d'utiliser cette puissance-là, j'aimerais que l'utilisateur moyen dise oui. Et j'espère que c'est grâce en partie à mon travail, mais à travail de tout le monde qui travaille chez Airtable, que ce soit dans l'outil ou grâce à des éducations, ou des vidéos, des blogs. Je veux que l'écosystème d'apprentissage d'Airtable ou du no-code soit fort pour que les gens ne soient pas intimidés et qu'ils soient capables de venir chercher cette puissance-là. Donc ça, c'est un. Donc je trouve que c'est ça qui manque. C'est pas des fonctionnalités, c'est cette éducation.
Deux, plus sur le côté puissance, je pense qu'on n'a pas convaincu l'utilisateur moyen dans une entreprise que c'est facile, que c'est utile. Je pense qu'on n'est pas encore rendu là. Si tu as un nouveau workflow, finance, marketing, sales, les gens n'auront pas le réflexe de dire hey, on va le créer avec du no-code. On va faire l'effort initial pour le créer en no-code parce qu'on n'a pas encore démontré la valeur. On n'a pas encore de façon de montrer un workflow où est-ce que tu es comme no-brainer. T'sais? Donc, aujourd'hui, c'est difficile, je pense, encore d'apprendre les outils no-code et on n'a pas encore démontré de façon claire, simple, la puissance de ce qu'on fait. Donc, moi, je pense qu'au niveau fonctionnalité, la barre minimum, on l'a atteinte il y a très, très longtemps. Là. Donc, là, c'est plus ces deux aspects-là que j'espère qu'on s'améliore. Ok, c'est très intéressant. On va pouvoir voir justement. J'ai bien esquivé ta question, j'ai l'impression. Ouais, non, mais c'est aussi aussi important de voir aussi quelle est l'ambition, tu vois. Non, mais j'ai envie de dire que quelque part, tu l'as aussi recentré parce que c'est vrai que nous, on voit toujours par le prisme des fonctionnalités, etc. Et en fait, c'est intéressant de voir que c'est pas forcément ça le sujet aussi, mais c'est l'ambition et les enjeux vont au-delà, quoi. Moi, quand je me retrouve souvent dans une position où est-ce qu'on me dit quand est-ce que Webflow, Airtable, whatever, vont faire X? Et moi, ce que je me dis toujours, c'est il y a très peu de petites fonctionnalités qui vont fondamentalement changer notre perception de l'utilisation de l'outil. Et on oublie. Je veux dire, moi, je veux dire, il fut un temps, Airtable n'avait pas d'automatisation. Il n'y avait pas de sync. C'était un excellent outil. Mais on l'a oublié ce temps-là. Ouais. C'était il y a un an, pourtant. C'était facile. C'est hier quasiment. Là, je veux dire, et donc, ce qui se fait plus graduel, qui prend plus de temps qu'on ne remarque pas, c'est est-ce que c'est plus facile à utiliser? Parce que nous, on est experts, on n'a plus besoin, on n'a plus cette vue-là. Est-ce qu'il y a le contenu que j'ai besoin pour apprendre cet outil-là? Est-ce qu'il y a, pour moi, une façon facile de commencer? Et donc, moi, c'est plus cet aspect-là que j'espère qu'on s'améliore chez Airtable, chez Webflow, chez Zapier, chez partout, parce que ça va un peu créer un dynamisme dans notre industrie. Et je trouve que c'est ça qui est important, plus que des petites fonctionnalités qui sont tout aussi importantes. Qui ne sont pas tout aussi importantes, mais qu'on devrait continuer à faire aussi. Hein. Non, mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis, et je finirai là parce que mais c'est que ça montre aussi le stade de maturité dans lequel sont des outils comme Airtable et Webflow, qui ne sont pas le cas d'outils comme, je sais pas, Tally, par exemple, qui est un outil de formulaire qu'on aime beaucoup, mais qui est tout jeune. Donc forcément, eux, le sujet, c'est les fonctionnalités avant tout. Et c'est vrai que, je sais pas, l'autre fois, j'ouvre Airtable, tous les jours de façon de travail. Et puis, on voit apparaître, par exemple, sur le côté, quand on fait une nouvelle table, maintenant, à droite, il y a quelque chose qui te donne les premières ressources, etc. Et c'est vrai que toutes ces petites choses-là, c'est pas des fonctionnalités du point de vue de l'utilisateur. Par contre, du point de vue des gens qui gèrent le produit Airtable, c'est des choses extrêmement importantes et qui vont dans le sens de ce que tu dis, de rendre toujours plus accessible. Et nous, en tant que vraiment promoteurs du no-code, parce qu'il permet de donner aux gens accès à la technologie, on peut que soutenir cet effort vraiment très important et pas forcément justement cette course aussi à la fonctionnalité. Exact. Et juste, on va continuer à faire les deux. On va continuer à faire des fonctionnalités, on va continuer à... Mais c'est plus moi, mon focus, c'est lower the floor, qu'on dit tout le temps. Comment est-ce qu'on rend le tout plus accessible et que ça soit chez Airtable ou ailleurs avec Code No Code, c'est toujours ça un peu mon objectif. Super, c'est un bel objectif de démocratisation. On aime beaucoup ça. Voilà. Merci beaucoup pour ton temps, pour tout ça. C'était vraiment passionnant. Je vais mettre tous les liens, évidemment, qu'on a évoqués. C'est quoi l'endroit où tu es le plus actif, où les gens peuvent te suivre, éventuellement interagir? Twitter, Aaron Kor, ARONKOR. Voilà, c'est le point d'entrée. C'est toujours là que je suis actif. Ça m'a place pour me rejoindre. Donc, j'ai bien hâte de rencontrer tout le monde sur Twitter.
Super, et avec grand plaisir. Merci beaucoup, Aaron. Merci à toi, Alexis. Pardon, je vais dire en français. C'est correct. J'ai pas de préférence. Aaron, Aaron, c'est comme, Okay. comme aucune différence. Parfait. À bientôt. Bye. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. J'avoue, j'ai pas trop de doutes là-dessus. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment avec Aaron. Évidemment, là, c'est le moment où je suis obligé de vous préciser quand même que Contournement propose une formation à Airtable. Donc, si vous avez été inspiré un petit peu par tout ce que vous avez entendu, eh bien, n'hésitez pas à aller la suivre si ça n'est pas encore le cas. Et puis voilà, nous, écoutez, je sais pas quoi vous dire, franchement, j'ai tellement apprécié cette discussion que j'ai envie de pas beaucoup la débriefer. Moi, ça m'a fait réfléchir à plein de choses, ça m'a beaucoup inspiré. Voilà, c'est aussi cool de croiser petit à petit aussi des gens qui parlent français en dehors de France et de voir un petit peu l'impact. C'est forcément très inspirant ce côté aussi très nord-américain, on va dire, de faire beaucoup de side projects, plein de choses en même temps. Moi, je suis un peu passionné et fasciné par ça. Voilà, moi, j'essaie déjà de faire pas beaucoup de choses à peu près bien. Enfin, on fait quelques petits side projects, mais pas du tout dans le même ampleur que Aaron, ou Aaron, comme on doit dire. Et puis, moi, je vais vous retrouver la semaine prochaine avec un invité, encore une fois, qui n'est pas en France. Je vous en dis pas plus, c'est un membre de la communauté NoCode. C'est marrant parce qu'en fait, je m'étais dit qu'après, à chaque fois, à la fin de l'épisode, j'allais vous annoncer. Et puis, en fait, je trouve ça plus marrant de vous teaser un petit peu. Donc, voilà. Mais donc, la semaine prochaine, on va voyager encore. On était à Montréal aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on va partir en Amérique du Sud. On va se réchauffer un peu avec un membre de la communauté NoCode France qui est là-bas, qui fait des choses intéressantes. Si vous suivez un petit peu l'actualité de Contournement, vous doutez sûrement de qui je veux parler. Et puis voilà, on va essayer de voir aussi un petit peu les visions du no-code à travers le monde, à l'occasion des gens que l'on croise un petit peu partout. D'ailleurs, si vous le savez peut-être, si vous écoutez jusqu'au bout, j'ai également un podcast en anglais que je fais un petit peu beaucoup plus en dilettante parce qu'il est lié au voyage et qu'on peut pas beaucoup voyager à cause du Covid. C'est ncwr.fm. N'hésitez pas à aller jeter un œil si vous voulez un petit peu découvrir d'autres visions du no-code en anglais cette fois. Mais bon, le plus possible, j'essaierai aussi d'amener, d'interviewer des gens qui sont à l'étranger et qui parlent français, puisque vous le savez, sur le Radio Contournement, en tout cas, ça sera toujours en français. C'est vraiment l'objectif de démocratiser l'accès, en tout cas, au savoir de toutes ces personnes passionnantes. Comme toujours, n'hésitez pas à venir sur le Slack de NoCode France, Channel Contournement, ou alors à m'envoyer des DM. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine.